Dr Chauvelot, qu'on va pouvoir commencer. Avec Ça vous plaisir. va? Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à ce webinaire sur les enjeux de l'accompagnement des patients sous anticancéreux organisé par le CHEM. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, le CHEM est un organisme de formation totalement indépendant. Nous sommes basés en Bretagne, à Brest, et donc nous faisons des formations présentielles, en classe virtuelle ou en e-learning pour tous les professionnels de santé, dont les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie. Alors, moi, je suis Laetitia Knocker, je suis pharmacienne et cadre pédagogique au CHEM, et donc je vais être l'animatrice de ce webinaire. Et donc, notre sujet de ce soir est donc directement lié à la nouvelle mission du pharmacien, à savoir l'accompagnement pharmaceutique des patients sous anticancéreux oraux. L'avenant 21 à la convention a été signé le 29 juillet dernier entre l'assurance maladie et les syndicats pharmaceutiques, et depuis lundi, il a été validé par l'ordre des pharmaciens. Donc, la publication au journal officiel ne saurait tarder. Mais donc, nous allons voir quels sont les enjeux de cette nouvelle mission, comment assurer un suivi efficace de nos patients sous anticancéreux oraux à l'officine. Donc, pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir notre expert de ce webinaire, le docteur Frédéric Chauvelot, donc, qui est pharmacien, praticien hospitalier à Morlaix, et qui a mis en place depuis plusieurs années déjà des consultations pharmaceutiques pour les patients sous anticancéreux oraux. Je vous laisse vous présenter, docteur Chauvelot, plus en détail. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, Frédéric Chauvelot, pharmacien, praticien hospitalier. Mon quotidien, je suis responsable de l'unité de production des médicaments anticancéreux dans mon établissement. Et il y a 5 ans maintenant, les oncologues ainsi que les spécialistes d'organes qui prennent en charge la pathologie cancéreuse sont venus nous solliciter pour mettre en place une consultation pharmaceutique qui est destinée aux patients qui vont initier un traitement anticancéreux par voie orale. Voilà, c'est une consultation de primo-prescription. Et voilà, c'est avec plaisir que je viens partager mon expérience ce soir avec vous. Alors, côté pratique, notre soirée va se présenter sous la forme d'une interview avec le docteur Chauvelot d'environ 1 heure, avec un temps à la fin de questions-réponses. En tout cas, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à travers le chat durant la soirée, et je relayerai toutes vos questions au docteur Chauvelot. Alors, pour commencer, Frédéric, pouvez-vous nous faire un état des lieux concernant la prise en charge des patients traités pour pathologie cancéreuse en France? Clairement, nous avons une file active de patients qui est en augmentation de manière assez linéaire chaque année. Alors ça, on arrive à l'expliquer par le fait que l'on a un accroissement de la population, on est de plus en plus nombreux, on a aussi un vieillissement de notre population et il faut le reconnaître aussi, une efficacité thérapeutique qui se traduit par une augmentation très claire de notre file active. Chaque année, dans notre établissement, nous prenons à peu près 5 à 7 de patients en charge supplémentaires. D'accord. Et quelle est la place des traitements oraux dans la stratégie thérapeutique? Elle est clairement de plus en plus importante. Quand nous regardons sur la décennie qui vient de s'écouler, l'industrie pharmaceutique nous a amené à un nombre important de nouveaux principes actifs anticancéreux, quelques-uns qui sont des chimiothérapies classiques, c'est-à-dire cytotoxiques, mais la très large majorité sont des thérapies ciblées. Et en cela, c'est réellement très intéressant pour nous, pour nos patients, parce que c'est une véritable ligne thérapeutique très intéressante parce que faisant appel à un mécanisme d'action différent, on est sur une efficacité qui est très satisfaisante la plupart du temps, un profil de tolérance qui nous permet de traiter nos patients longtemps. Et en cela, ces chimiothérapies par voie orale ne viennent pas se positionner comme critère de choix par rapport à un traitement qui serait administré par voie parentérale en milieu hospitalier, puisque toutes ces thérapies ciblées disponibles par voie orale n'existent que par voie orale. Alors, nous avons clairement deux types de patients. Dans un premier temps, ces nouveaux médicaments ont été utilisés chez les patients qui étaient en échec thérapeutique
et ils ont été positionnés en deuxième, troisième ligne de traitement. Et puis, au regard de leur efficacité et de leur profil de tolérance, aujourd'hui, nous avons clairement des médicaments qui, dans certaines indications, sont indiqués en première ligne. Alors ça, c'est intéressant parce que ce qui veut dire que pour nous, lors de nos consultations, nous avons clairement deux types de patients. Des patients qui sont sur leur première ligne de traitement, qui sont naïfs de toute connaissance sur la pathologie cancéreuse et la prise en charge thérapeutique. Et puis des patients qui ont déjà un vécu de 2, voire 3 lignes de traitement perfusé et qui ont déjà une connaissance assez intéressante en termes de profil thérapeutique. Pouvez-vous nous parler vraiment de l'impact de ces traitements oraux dans la prise en charge des patients? Alors nous y voyons un gros avantage. Clairement, pour tous nos patients qui souffrent de pathologies chroniques, il y a deux souhaits majeurs. Un premier qui est de gagner en autonomie et puis en qualité de vie. Alors, il est clair que de pouvoir se traiter en ambulatoire, à domicile, avec un traitement par voie orale, c'est un avantage certain en termes de qualité de vie. Bien sûr, si le choix existe entre un traitement qui serait injecté et un traitement qui se prend par voie orale, la très large majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité de nos patients, spontanément, vont aller sur un traitement par voie orale. Nous, sur un versant soignant, on y voit aussi deux avantages. Un traitement par voie orale, ça veut dire pas d'abord veineux chez le patient. Et chez un patient qui est potentiellement immunodéprimé, c'est un sérieux avantage. Et puis aussi, pas d'hospitalisation. Mais il n'y a pas que des avantages à ce traitement par voie orale. Il y a aussi des risques. Ces risques, notre regard pharmaceutique nous les fait envisager sous l'aspect d'une marge thérapeutique assez étroite, qui nous donne peu de marge de manœuvre. On va le voir, on est sur des médicaments qui, même si leur profil de tolérance est très intéressant, véhiculent quand même en eux des effets indésirables qui vont pouvoir être potentiellement graves, c'est-à-dire susceptibles de mettre en jeu le pronostic vital du patient. Et puis, nous tenons là peut-être l'une des classes thérapeutiques de notre pharmacopée qui a le potentiel d'interaction médicamenteuse le plus important. Et puis, il y a un dernier point. Tant que nous sommes sur un traitement perfusé, nous avons un patient qui vient régulièrement à l'hôpital sur un rythme qui est dicté par la récurrence de ces cures, de protocoles. Nous avons une infirmière de coordination dans le service qui prévoit la venue du patient en fonction de son protocole et de la disponibilité des places dans le service. Et nous avons là une observance qui est de 100%. Rien à voir avec notre patient qui se traite chez lui de manière autonome avec son traitement par voie orale, où on tient là parfois des schémas thérapeutiques assez complexes à mettre en œuvre avec des traitements séquentiels, un nombre de prises qui peut être relativement important, des effets indésirables. Bref, on tient là tous les déterminants de l'inobservance médicamenteuse. C'est donc clairement là aussi un risque qui existe avec ces traitements par voie orale. Et justement, pour ces traitements, comment sont-ils perçus par les patients? Comment cette stratégie thérapeutique, y a-t-il des idées reçues? Alors c'est clairement un point très très important. C'est dans nos consultations pharmaceutiques le premier point sur lequel on vient discuter avec nos patients parce que il y a dans l'inconscient collectif quelques idées fausses qui perdurent, notamment une représentation de puissance thérapeutique du traitement perfusé par rapport au traitement par voie orale. Et il est important de rétablir cette contre-vérité. C'est une des premières choses que je fais en entretien avec les patients, leur indiquer que ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un traitement oral qui leur a été prescrit qu'il serait moins puissant, moins efficace qu'un traitement perfusé. Et ce n'est pas parce qu'on est sur de la voie orale que pour autant j'ai un profil de tolérance qui serait meilleur. Et la réaction que je rencontre la plupart du temps est un remerciement. Des patients qui me disent ah bien écoutez, merci de me le dire parce que c'est vrai que en venant jusqu'ici, ben, je me posais cette question. Est-ce que réellement on est sur un traitement aussi efficace? Parce que voilà, on est sur cette idée fausse en termes de représentation qu'on est susceptible de se faire du traitement, d'une puissance, d'une efficacité qui serait moindre par voie orale. Et ce n'est pas du tout le cas.
Donc, important de rectifier cette idée fausse d'emblée avec nos patients. Dès le premier entretien, du coup, hein, à l'officine, ce sera important Dès de… le premier entretien, c'est l'une des premières choses autour de laquelle nous allons échanger. Très bien. C'est Et important de donc, les rassurer à ce niveau-là. pouvez-vous nous parler du rôle du pharmacien d'officine dans cet accompagnement? Alors, l'état des lieux que l'on a dressé il y a un peu plus de 5 ans en arrière, c'est que nous avions des patients traités en ambulatoire, on a dit des schémas thérapeutiques parfois complexes avec des traitements séquentiels, des protocoles qui sont susceptibles d'associer de l'oral, du parentéral, des effets indésirables qui, pour certains, vont être de haute fréquence, c'est-à-dire que l'on va retrouver assez couramment chez nos patients, et nos patients que l'on a bien sensibilisés à l'importance de l'observance thérapeutique. Alors, ces effets indésirables, nos patients les voient arriver, mais pour autant, ce n'est pas forcément un stade alarmant pour eux, et on se rend compte qu'ils n'osent pas prendre leur téléphone pour appeler leur oncologue ou le médecin spécialiste d'organes qui est à l'origine de la prescription. Ce qui fait que on se retrouve avec des patients qui parfois commencent à manifester leur effet indésirable au niveau de l'équipe soignante quand nous sommes déjà sur un grade important. Alors, ça, c'est le constat que l'on faisait en disant, bah, nos patients, globalement, une fois qu'ils sont en ambulatoire, eh bien, il y a nécessité d'accompagner au mieux leur traitement pour qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour leur donner la juste attitude à avoir au regard de leur traitement. Alors, certains hôpitaux, pour répondre à ce besoin, ont mis en place une consultation pharmaceutique d'initiation de traitement. La plupart du temps, c'est suivi par un suivi infirmier. Nous avons toute une équipe d'infirmières qui fait un phoning régulier auprès des patients, qui leur pose des questions à la recherche des effets indésirables de haute fréquence pour leur donner la juste attitude. Mais peu d'établissements de santé ont réussi à mettre cela en place. C'est la raison pour laquelle il y a nécessité de généraliser cette offre de soins de manière homogène sur l'ensemble du territoire, et en cela, de s'appuyer sur le maillage des pharmaciens d'officine, c'est clairement une réelle opportunité. Donc le pharmacien d'officine a clairement un rôle et une valeur ajoutée dans ces entretiens pharmaceutiques. Clairement, elle est définie dans le plan cancer numéro 3, celui que nous sommes en train d'achever, où la communauté médicale a clairement inscrit les attendus du pharmacien. On compte sur nous, notamment sur deux points majeurs. Notre capacité à détecter et gérer de l'interaction médicamenteuse, dans la mesure où, comme on a commencé à l'évoquer, on tient là une classe thérapeutique qui est fortement pourvoyeuse d'interaction. Et puis, notre capacité à détecter et gérer les effets indésirables les plus fréquemment rencontrés des traitements que l'on dispense. Et dans la mesure où nous avons une efficacité thérapeutique très satisfaisante, une très bonne tolérance de la plupart de ces traitements par voie orale, alors nous sommes partis sur des traitements longs qui vont durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors, si nous sommes capables de chroniciser en partie ces pathologies, il y a clairement la place pour de l'éducation thérapeutique avec nos patients. C'est en cela que s'inscrit la valeur ajoutée pharmaceutique. D'accord. Alors c'est vrai qu'il y a une question qui revient souvent, c'est comment réussir à assurer un suivi optimal pour chacun de nos patients? Parce que c'est vrai que la plupart de ces traitements sont prescrits par des spécialistes hospitaliers. Pour la plupart, ce sont des médicaments récents qui parfois ne sont pas connus à l'officine, qui ne font surtout pas l'objet d'une délivrance quotidienne. Donc alors comment réussir à assurer un suivi optimal? Alors ça, c'est vrai que c'est une question récurrente. Euh, à partir du moment où je suis en présence d'une prescription qui émane d'un spécialiste et d'un spécialiste hospitalier, moi, en tant que pharmacien, si je suis sur un médicament que je connais peu ou pas, parce que c'est un médicament récent, que je n'ai pas encore eu l'occasion de délivrer, alors je peux m'interroger en disant, mais est-ce que je me mets dans une attitude je fais confiance au regard du prescripteur spécialiste, ou bien j'ai la possibilité de réaliser une véritable validation pharmaceutique. On est sur des schémas
variable selon l'indication sur des patients qui, pour beaucoup, sont pluriprescripteurs. Par conséquent, un risque d'interaction qui peut exister sur plusieurs ordonnances. Le risque d'interaction, on a dit, il est important. J'ai aujourd'hui une classe thérapeutique qui possède plus d'une quarantaine de principes actifs au niveau des thérapies ciblées, et il y a un risque d'erreur, un risque de confusion, avec dans un cas soit une mise en jeu potentielle du pronostic vital du patient, soit dans l'autre cas une perte de chance. Donc, il y a réellement nécessité, dès que l'on démarre un traitement par voie orale avec nos patients, d'une validation pharmaceutique rigoureuse pour s'assurer que l'on donne toutes les chances à notre patient, d'une part, de pouvoir bénéficier de l'efficacité pleine et entière de sa ligne de traitement, tout en essayant qu'il soit confronté le moins possible aux effets indésirables. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler de cette validation pharmaceutique rigoureuse dont vous venez de nous parler là? Quelles sont les étapes? Que doit rechercher le pharmacien? Dans un premier temps, ce qui nous intéresse, c'est de discuter avec nos patients. On a besoin de comprendre quelles sont ses habitudes d'automédication. Est-ce qu'il a éventuellement recours à des médecines alternatives? Là, bien sûr, on cherche à détecter notamment la consommation de plantes. Et puis, ensuite, nous sommes sur des médicaments qui sont à prescription strictement hospitalière, à prescription réservée à spécialistes. Donc, dans un premier temps, je dois m'assurer que la prescription qui m'est présentée est recevable. Ensuite, je vais m'intéresser au schéma thérapeutique prescrit. Est-ce qu'il est bien en adéquation avec l'indication qui a été posée chez ce patient? Est-ce que les posologies prescrites sont aussi en adéquation avec l'indication, éventuellement avec les paramètres anthropométriques du patient? J'en profite au passage pour vous rappeler que si on est sur de la chimiothérapie conventionnelle, c'est-à-dire cytotoxique, avec une posologie qui la plupart du temps s'exprime à partir de la surface corporelle du patient, les règles de bonne pratique veulent que vous refassiez l'intégralité des calculs depuis le calcul de surface corporelle pour aboutir à votre calcul de dose à administrer afin de pouvoir valider la posologie prescrite. Ensuite, indispensable de regarder le positionnement du médicament par rapport aux horaires de repas. Beaucoup de thérapies ciblées sont susceptibles d'interagir avec l'alimentation. Ce positionnement est très, très important. Dans un cas, il peut mettre le patient en échec thérapeutique. Pour d'autres médicaments, il peut mettre clairement le patient en surdosage si ces interactions avec l'alimentation s'opèrent. Et puis, la détection et la gestion des interactions médicamenteuses sur l'ensemble des prescriptions du patient. Justement, vous avez beaucoup utilisé le mot interaction. Quel est le profil d'interaction de ces thérapeutiques anticancéreuses orales? Il est clairement très différent si on est sur de la chimiothérapie conventionnelle, cytotoxique, ou si on est sur des thérapies ciblées. Les thérapies ciblées nous ont amenés dans le domaine de l'oncologie, réellement tout le panel que l'on peut avoir des interactions médicamenteuses. Avant les thérapies ciblées, notamment la famille des inhibiteurs de tyrosine kinase, les interactions médicamenteuses en oncologie se limitaient à deux choses. Une fois que j'avais compris que je ne faisais pas de vaccin vivant atténué chez un patient potentiellement immunodéprimé, une fois que j'avais compris que si mon patient thrombosait, parce que j'ai fréquemment de la thrombose dans la pathologie cancéreuse, alors il était préférable de prendre en charge ces thromboses avec une héparine de vapeur moléculaire plutôt qu'avec un antivitamine K dont l'INR pouvait varier à chaque cure de chimiothérapie, eh bien, j'avais fait le tour de mes interactions. Là, nous venons sur un potentiel d'interaction qui est très important, qui fait intervenir tous les mécanismes que l'on peut connaître aujourd'hui, bien sûr au niveau du cytochrome, 3A4, 2D6, induction, inhibition, les interactions avec les transporteurs, la glycoprotéine P, la BCRP, l'OATP, les médicaments modificateurs de pH gastrique, et puis un potentiel torsadogène qui est clairement étiqueté pour au moins la moitié des représentants de la classe thérapeutique. Nous, pharmaciens, habituellement, on aime bien quand nous avons une classe thérapeutique homogène. À partir du moment où j'ai retenu le profil d'interaction pour un des médicaments de la famille, alors si je peux généraliser sur tous ces représentants, eh bien, juste par économie de moyens, moi, ça me convient très, très bien.
Malheureusement, je suis là en présence d'une classe thérapeutique qui est éminemment hétérogène. Je n'ai aucune règle qui me permet à l'avance de pouvoir connaître le potentiel d'interaction de tel ou tel principe actif, parce que chaque médicament a son potentiel qui lui est propre. Vous l'avez déjà un peu dit, mais donc quel peut être l'impact de est-ce que vous pouvez nous faire une petite synthèse sur, l'impact de ces interactions médicamenteuses, justement? Je vais me retrouver avec 3 grands types de situations. La première, je vais avoir une interaction médicamenteuse qui va être susceptible d'augmenter les concentrations plasmatiques de mon médicament anticancéreux. Clairement, je vais mettre mon patient en surdosage. Dans un premier temps, ça va se traduire par un retentissement beaucoup plus important, des effets indésirables, dose dépendants. Dans d'autres cas, je vais me retrouver avec des médicaments qui sont susceptibles d'abaisser les concentrations plasmatiques du médicament anticancéreux. Et là, clairement, je me retrouve en échec thérapeutique. C'est synonyme de perte de chance pour mon patient. On vient de mettre une ligne thérapeutique à zéro. Et puis, je me retrouve aussi avec des interactions médicamenteuses qui sont d'ordre pharmacodynamique, où là, je me retrouve avec une redondance de profil de toxicité. C'est clairement le cas, par exemple, de mes associations de médicaments torsadogènes. D'accord, merci beaucoup. Et alors, du coup, on peut quand même se poser la question, à l'officine, comment être professionnellement bon, sur une classe médicamenteuse si, on les délivre, si peu fréquemment et en plus s'il y a une telle hétérogénéité entre les différentes molécules? Alors, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'outils qui vont être susceptibles de nous aider au quotidien. Ce qui est important, c'est de posséder déjà des connaissances générales sur cette classe thérapeutique des anticancéreux oraux. Ça nous permet ensuite, à partir de ces connaissances générales et à l'aide d'outils, de pouvoir aisément s'adapter aux spécificités de tel ou tel principe actif. Et de cette manière-ci, ça nous permettra d'être bon aux yeux du patient, pertinent aux yeux du prescripteur, quel que soit le médicament prescrit. D'accord. Et du coup, si lors de l'analyse, pharmaceutique de la prescription, le pharmacien d'officine remarque, quelque chose qui ne va pas et donc doit faire une intervention pharmaceutique auprès de l'oncologue, c'est comment, une des questions, c'est est-ce que, ça va être, bien pris par les services hospitaliers spécialisés, d'avoir un pharmacien de ville qui appelle? Ça, c'est vrai que c'est une question très fréquente à l'esprit du pharmacien. C'est ce qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure. Est-ce que moi, dans ma position de pharmacien, je suis légitime pour intervenir auprès d'un spécialiste hospitalier sur sa prescription? Est-ce que mon intervention va être bien prise et, voilà, on se rend compte que c'est une question qui est omniprésente dans l'esprit du pharmacien. Alors, clairement, je vous rassure, les oncologues sont déjà très demandeurs de l'expertise pharmaceutique, que ce soit les oncologues, les hématologues, tous les spécialistes d'organes qui prennent en charge la pathologie cancéreuse. C'est, comme on l'évoquait tout à l'heure, hein, sous leur impulsion que nous avons pu mettre en place à l'hôpital ces consultations pharmaceutiques. Et aujourd'hui, au quotidien, ce sont tous ces prescripteurs qui nous adressent leurs patients. Ça vient clairement illustrer leur demande d'expertise pharmaceutique. Et puis, de fait, ils sont habitués du relationnel avec le pharmacien hospitalier. Par conséquent, vous pouvez y aller sereinement. À partir du moment où vous avez une intervention pertinente à faire, elle sera toujours positivement reçue. Mais attention, hein, on respecte toujours 2 règles de base. La première, on bannit de son vocabulaire professionnel à tout jamais la phrase « il y a un problème sur l'ordonnance ». On se met d'accord là-dessus? Il n'y a jamais de problème sur l'ordonnance. Il existe éventuellement un risque potentiel pour le patient. Et ça, c'est très différent. Tout de suite, l'oreille de votre interlocuteur n'est plus la même. Et puis, quand on va vers le prescripteur, ça n'est jamais pour lui poser un problème, mais toujours pour lui apporter une solution. Ce qui veut dire qu'en amont,
on a travaillé un petit peu la chose pour lui apporter une proposition d'optimisation. Après, c'est lui qui a la main sur la prescription, c'est lui qui décide. Moi, je lui apporte les éléments d'aide à la décision. D'accord, merci beaucoup. Et puis donc, on a vu toute cette partie, validation d'ordonnances, interactions médicamenteuses et alimentaires. Beaucoup de pharmaciens se posent aussi la question sur les effets indésirables. Est-ce qu'il faut aborder ce sujet avec les patients, au risque, de faire une sorte de psychose? Enfin, votre avis là-dessus? C'est clairement un sujet pivot de l'entretien que l'on va avoir avec nos patients. Les effets indésirables, ils sont quasi inéluctables en oncologie. Les études nous ramènent qu'il y aurait à peu près 9 patients sur 10 qui seraient confrontés à au moins un effet indésirable. Par conséquent, c'est réellement un sujet capital pour nos entretiens avec nos patients. Donc il faut l'aborder avec eux, hein? Clairement, il faut l'aborder avec eux, mais là aussi, nos mentalités ont quand même évolué au fil du temps. Euh, il y a quelques décennies en arrière, notre attitude de soignant était différente. On n'avait pas trop tendance à aller sur le sujet des effets indésirables avec nos patients parce qu'on pensait, comme vous l'évoquiez, que certains d'entre eux, par psychosomatisation, développent les effets indésirables que l'on aurait évoqués lors de l'entretien. Mais on se rend compte que le relationnel patient-soignant a évolué sur ces dernières années. Il y a encore peu en arrière, on attendait du patient qu'il soit compliant au regard de l'ordonnance. On avait un médecin qui ordonnait et un patient qui se pliait à l'ordonnance. Et puis ça a évolué. Ensuite, on a attendu du patient qu'il soit observant aux recommandations qu'on pouvait lui faire. Aujourd'hui, clairement, on attend du patient qu'il soit adhérent, qu'il adhère à son traitement. Et ça implique qu'on attend de lui qu'il soit pleinement acteur de la mise en œuvre de son traitement. Mais ça nécessite qu'on lui ait donné un certain nombre d'éléments. Donc, d'évoquer les effets indésirables de son traitement, ça nécessite, ça permet dans un premier temps déjà de le préparer psychologiquement à leur survenue. On se rend compte qu'à partir du moment où ces effets indésirables surviennent, si on les a évoqués en entretien avec le patient, alors ils seront mieux vécus que si on ne les aborde pas. Les effets indésirables arrivent. Aujourd'hui, nos patients sont des patients très informés. Ils vont chercher l'information classiquement sur Internet, comme tout le monde. Et s'ils s'aperçoivent que c'est vraisemblablement le nouveau médicament qui leur a été prescrit qui leur donne cet effet indésirable, alors il y a plus de chances de voir une réaction de rejet. Donc, ça nous permet effectivement de préparer le patient. Il n'est pas surpris si ces effets indésirables arrivent chez lui. Et puis, surtout, d'évoquer ces effets indésirables, ça nous permet, à nous pharmaciens, de faire passer énormément de conseils qui sont là pour soit limiter la survenue de l'effet indésirable, soit pour limiter l'intensité si l'effet indésirable est présent. Et puis, ça prépare le suivi, le terrain pour le suivi thérapeutique que l'on va pouvoir opérer avec nos patients. Donc, réellement un sujet indispensable. Et alors de quel type d'effet indésirable parle-t-on exactement? Bon, vous imaginez bien qu'on n'évoque pas l'ensemble des effets indésirables qui figurent sur la monographie du produit. Ça serait clairement contre-productif et puis vraisemblablement stressant pour nos patients. Ce qui nous importe, c'est d'envisager avec eux les effets indésirables de haute fréquence, ce que l'on est le plus à même de rencontrer avec nos patients, et puis qui présentent une symptomatologie qui va être aisément détectable au comptoir. Ça me permet aussi d'évoquer avec mes patients le suivi biologique et surtout, dans le temps, de leur donner la juste attitude. Ce qui m'intéresse pour chacun de ces effets indésirables, au-delà des conseils que l'on a évoqués, qu'on va leur transmettre, c'est surtout lorsque ces effets indésirables arrivent, être capable de savoir orienter correctement mon patient. Est-ce que je peux le rassurer? Est-ce que je peux renforcer les conseils que je suis à même de lui donner pour limiter l'intensité de ces effets indésirables? Est-ce que là, je suis à un stade qui nécessite de l'orienter vers le médecin généraliste?
ou vers le spécialiste prescripteur, voire vers les urgences de l'hôpital. Ça, c'est réellement un élément important du suivi de ces traitements anticancéreux. Et donc votre conseil par rapport à ces effets indésirables, parce que vous verrez que dans les entretiens, pharmaceutiques des patients sous anticancéreux oraux, en fait, ils sont un peu découpés et donc il est mention de n'en parler qu'à partir du 2e entretien. Vous conseilleriez aux pharmaciens, d'officine d'en parler, dès l'entretien initial? Alors en fait, on se rend compte qu'il y a des effets indésirables qui sont susceptibles d'apparaître très précocement chez nos patients. Au regard des thérapies ciblées, on a 2 grandes sphères de toxicité, une toxicité cutanée avec des éruptions qui sont susceptibles d'apparaître vers le 8e, 10e jour de traitement, avec une toxicité digestive qui va pouvoir se traduire par exemple par des nausées ou des diarrhées qui là aussi sont de survenue précoce. Si j'attends le premier, voire le 2e renouvellement de traitement pour aborder ces sujets avec mon patient, clairement, je risque d'arriver trop tard. Donc, ce que l'on commence à bien connaître sur ces effets indésirables de haute fréquence, c'est leur chronologie d'apparition. Et ça, c'est important de s'appuyer sur cette chronologie pour pouvoir délivrer à notre patient les bons conseils au bon moment, c'est-à-dire lui donner les conseils dont il va avoir besoin à partir du moment où je sais que ces effets indésirables sont susceptibles d'apparaître. Sans quoi, si je lui délivre tous les conseils d'un coup, clairement, ça risque de lui faire peur et d'être contre-productif. Et puis, je ne suis pas sûr qu'il reste grand-chose au bout du compte. Donc, pour m'aider en cela, il y a un certain nombre d'outils qui ont été mis au point par les réseaux régionaux d'oncologie notamment. Ce sont des fiches pratiques qui sont à destination de l'ensemble des professionnels de santé qui prennent en charge ces patients. Ces fiches sont en libre accès et ce qui est intéressant, c'est que pour chaque traitement anticancéreux par voie orale, j'ai à chaque fois 2 fiches. Une fiche professionnelle de santé et puis une fiche patient qui est dans un vocabulaire un petit peu plus vulgarisé et que je vais pouvoir remettre à mon patient pour qu'il puisse, à tête reposée, eh bien, reprendre un certain nombre d'éléments que l'on a vus ensemble lors de la consultation. Ces outils des réseaux onco ou sur les sites de l'Omédit, par exemple, sont réellement des outils précieux qui nous aident grandement dans notre quotidien pour réaliser ces entretiens. Donc finalement, pour, conclure sur les effets indésirables, en parler, c'est plutôt bien pris de la part des patients alors? C'est clairement bien pris parce que déjà, ça permet de les rassurer. Nos patients arrivent toujours avec beaucoup de craintes. Bon, il est clair que ceux qui ont déjà un vécu de 1, 2, 3 lignes de traitement perfusé, hum, ils savent, ils connaissent les effets indésirables, notamment de la chimiothérapie cytotoxique. Donc, c'est intéressant d'aborder ce thème avec eux, vu que si on vient sur de la thérapie ciblée, de leur dire, voilà, on est sur une ligne de traitement différente, c'est un mécanisme d'action qui est différent, donc ce seront des effets indésirables qui, pour beaucoup, seront différents. Pour ceux qui sont naïfs de toute ligne de traitement, toujours beaucoup de craintes, beaucoup d'interrogations. Ça, c'est encore une fois dû à l'image que peut avoir nos traitements anticancéreux dans l'inconscient collectif. La plupart du temps, en traitement anticancéreux, c'est synonyme de je suis malade et éventuellement je perds mes cheveux. Là, avec nos thérapies ciblées, on est sur un profil de tolérance qui est différent. Ça nous permet de rétablir ces contre-vérités, ça permet d'établir aussi une relation de confiance avec nos patients. Il est clair qu'il n'y a aucun autre traitement qu'on va présenter de cette manière-ci, en prenant le temps de présenter le médicament, le schéma thérapeutique, et puis l'ensemble des recommandations que l'on vient d'évoquer autour de la tolérance. Alors, ça permet d'établir un relationnel sincère et vrai, qui est important pour construire tout le suivi thérapeutique que l'on va pouvoir réaliser avec eux. Et donc pour les patients dont c'est la première ligne de traitement, la thérapie ciblée ou la chimiothérapie orale, on risque pas de les décourager? Alors pour eux, c'est plutôt rassurant parce que clairement, le fait d'avoir cette attitude de transparence, je ne cache pas, je ne cherche pas à dissimuler les éventuels effets indésirables du traitement que je suis en train de leur proposer. Alors, ça ajoute beaucoup à la crédibilité qu'il
sont susceptibles de nous porter. Mais comme je vous l'ai dit, ce qui est important, c'est de ne pas tout dire d'un coup. Ça pourrait être possiblement alarmant, contre-productif. On a dit ce qui est important, c'est de respecter la chronologie d'apparition et de donner une information graduelle dans le temps. Clairement, c'est pris de manière positive et puis ça permet aussi, dans l'échange que l'on a avec le patient, de détecter ceux qui nous disent bon, malgré tout ce que vous me dites, j'ai quand même peur. Alors, ça permet de détecter ces peurs et de pouvoir adapter le dialogue que l'on a avec eux, les éléments pour nous, ce que l'on cherche clairement lors de ces entretiens, pour ces patients qui ont une certaine réticence à démarrer ce type de traitement parce qu'ils ont peur des effets indésirables. Pour peu qu'ils aient été faire un tour sur Internet et qu'ils aient été lire ce qu'ils sont susceptibles de trouver sur des blogs, là, c'est clairement hyper alarmant. Donc, c'est important de pouvoir les rassurer en ramenant le dialogue sur des éléments rationnels et factuels. D'accord. Et au cours de ces entretiens pharmaceutiques, du coup, à l'officine, au niveau de l'éducation thérapeutique, quelles compétences, va-t-on chercher à transmettre, aux patients? Alors, dans un premier temps, on est sur des éléments qui sont essentiellement sécuritaires. Ce qui nous importe, c'est dans un premier temps la gestion du traitement personnel. Indiquer à notre patient comment il va pouvoir gérer l'approvisionnement de son traitement avec le pharmacien. Ensuite, de lui expliquer le schéma thérapeutique. À partir du moment où je suis sur un traitement séquentiel, c'est-à-dire un médicament qui ne se prend pas tous les jours, euh, s'assurer que le patient comprend bien cette nécessité de fenêtre thérapeutique, qu'il ne fera pas un traitement continu qui pourra lui être préjudiciable. Alors, c'est un premier point sécuritaire. Ensuite, on a commencé à l'évoquer tout à l'heure, le positionnement par rapport aux horaires de repas. Et là, il faut clairement s'enquérir des habitudes de vie du patient. Ses horaires de lever, de coucher, de repas, pour pouvoir positionner avec lui l'horaire de prise qui va lui convenir. Et puis, un point important, dès l'instauration du traitement, venir sur l'observance médicamenteuse. Bien sûr, nos patients nous font toujours cette même réponse en disant « Oui, non, mais vous inquiétez pas, je vais le prendre très correctement. » Mais en cela, je n'ai strictement aucun doute. Ce qui est important, c'est de leur donner l'attitude en cas d'oubli de prise, en expliquant que on part toujours dans l'optique d'avoir une observance la plus rigoureuse possible, mais que la vie est tout sauf un fleuve tranquille et qu'il peut y avoir plein d'impondérables qui arrivent dans notre journée et qui font que, eh bien, là où on avait une organisation qui était euh, bien rodée, eh bien, elle est perturbée et peut-être est-ce que la prise médicamenteuse, eh bien, je vais l'oublier. Alors, quand je vais me souvenir ou me rappeler que là, j'ai oublié de prendre mon traitement, eh bien, leur donner la juste attitude à avoir. Est-ce que je prends le médicament? Est-ce que je ne le prends pas? Et surtout, ne pas prendre double dose pour s'amender du sentiment de culpabilité qu'on peut avoir quand on s'aperçoit que l'on a oublié de prendre son traitement. Alors, ce sont là aussi des éléments de sécurité. On fait le point avec eux sur leurs habitudes d'automédication, leur attitude en cas d'apparition d'effets indésirables, et puis la nécessité du suivi thérapeutique et notamment du suivi biologique. Ce sont l'ensemble des points qu'il nous importe d'évoquer avec eux. D'accord, et c'est vrai que, bon, il y a certains, confrères pharmaciens qui face au cancer ou face à des patients comme ça qui sont sous chimiothérapie orale, ont peur, des questions des patients, ont peur d'évoquer cette maladie. Heu, qu'est-ce que vous conseillez dans ces cas-là? Dans un premier temps, cette crainte, elle peut être légitime, je la comprends, parce qu'à partir du moment où nous sommes en entretien avec nos patients, de manière inévitable, nous venons sur un versant émotionnel pour le patient. Donc, trouver la juste distance pour être dans l'empathie avec nos patients et rester professionnel pour faire passer l'ensemble des messages que l'on souhaite leur transmettre, c'est un point important. Et nos patients ont toujours des questions. Dans la mesure où nous sommes partis sur des consultations longues d'initiation de traitement,
nous instaurons clairement une discussion avec le patient. On vient s'enquérir de ses habitudes de vie. Bref, une vraie discussion. Alors, on les met sur le chemin de la question. La plupart du temps, on est sur des questions que nos patients n'osent pas poser au prescripteur. Mais en cela, le pharmacien est coutumier du fait. Donc, une des questions récurrentes, combien de temps vais-je prendre ce médicament? Au bout de combien de temps est-ce que je vais être guéri avec ce traitement? Alors là, c'est important que chacun puisse faire un point avec lui-même sur l'attitude qu'il décide d'avoir au regard de ces questions qui vont lui être posées. Moi, je me suis mis en accord avec moi-même il y a 5 ans d'être toujours dans un relationnel sincère et vrai avec les patients. À partir du moment où le patient me pose la question, alors je vais lui répondre de manière sincère et vraie. Si le patient ne souhaite pas venir sur ces thématiques, il y en a. Certains préfèrent poser d'autres types de questions. Pas de souci, je respecte. Et je suis transparent dans toutes mes réponses. D'accord. Alors, on a une question dans le chat sur la dualité entre l'importance de l'observance et du respect des modalités de prise pour avoir une bonne efficacité et le fait que le traitement puisse ne pas fonctionner malgré l'adhérence du patient. Comment rester transparent sans décourager? Bien. Nous expliquons aux patients que à partir du moment où on démarre une ligne de traitement, c'est toujours déjà une décision collégiale que d'opter pour cette ligne, cette stratégie thérapeutique. Et à chaque fois, c'est avec l'optique d'un succès thérapeutique. Mais rien de prédictible. Alors, nous réalisons un bilan d'imagerie médicale au bout de la plupart du temps 2 à 3 mois de traitement pour objectiver cette efficacité thérapeutique. Si malgré tout on a été correctement observant et que nous sommes en échec de traitement, eh bien, ce n'est pas un souci. Nous passons sur une autre ligne de traitement. Ces stratégies thérapeutiques sont le quotidien en oncologie. C'est vrai qu'elles diffèrent des autres stratégies thérapeutiques que l'on peut avoir pour d'autres pathologies chroniques. Mais en cela, ça ne doit pas venir remettre en cause une éventuelle inobservance du patient. Ce n'est pas parce que je n'ai pas le succès thérapeutique que j'escomptais que pour autant je vais venir remettre en cause l'observance de mon patient. Alors, après avoir vu tout ça, maintenant on va passer sur plutôt le côté la mise en place de ces entretiens pharmaceutiques. Est-ce que pour cette nouvelle mission, si on a l'habitude de faire les entretiens pharmaceutiques asthme, AVK ou les bilans de médication, est-ce qu'on peut se lancer directement dans les entretiens des patients sous anticancéreux oraux? Bon, faut pas se cacher la chose, c'est un gros plus. Si on a effectivement l'habitude de ces entretiens avec nos patients sur d'autres thématiques, c'est un gros plus. On a l'habitude du niveau de communication dans ces entretiens qui est clairement différent de celui que l'on peut avoir au comptoir. Au comptoir, avec nos patients, nous sommes sur un niveau de communication qui est de l'ordre du conseil aux patients, c'est-à-dire que c'est le même conseil que je suis susceptible de donner à chacun de mes patients. Là, on est sur un niveau de communication qui est différent et qui est adapté aux connaissances de mon patient. Ensuite, si effectivement j'ai l'habitude de ces entretiens pharmaceutiques, éventuellement des bilans partagés de médication, alors j'ai l'habitude aussi des échanges avec le prescripteur autour du patient. Là aussi, c'est un gros plus, ce n'est que du positif. D'accord, donc est-ce qu'on peut se lancer dans cette activité sans être spécifiquement formé du coup? Euh, Si on a des connaissances en oncologie qui sont plutôt bonnes et actualisées, alors oui. Il faut savoir que la stratégie thérapeutique en oncologie, comme je l'évoquais, se différencie de toute autre stratégie thérapeutique. La notion de calcul de dose, de traitement séquentiel, la notion de réduction de dose en cas d'apparition d'effets indésirables, qui la plupart du temps se calcule en pourcentage de réduction de dose,
la gradation de l'intensité des effets indésirables qui va venir impacter la dose prescrite au patient, être capable de suspendre temporairement un traitement ou de décaler une cure, voire d'arrêter une ligne de traitement pour en changer parce qu'on n'a pas l'efficacité souhaitée ou on a une tolérance qui n'est plus acceptable. C'est le quotidien de la stratégie thérapeutique en oncologie. Si clairement je n'ai pas de connaissances spécifiques sur ce sujet, alors ça serait compliqué. Il est important d'être pertinent et d'être en confiance. Votre patient le sent lors de l'entretien et votre interlocuteur prescripteur, lui, le sentira aussi. Donc, si vous voulez être clairement professionnellement à l'aise et avec le patient et avec le prescripteur, alors il faut avoir des connaissances bonnes et actuelles sur le sujet. Justement, que répondre, aux pharmaciens qui disent que quand ils vont en formation, on leur montre comment faire et ensuite comment vraiment faire soi-même à l'officine? Parce que parfois c'est compliqué. On a d'ailleurs une question, là dans le chat, sur où trouver ces fiches pratiques, pour mieux accompagner les patients, Alors, les fiches pratiques, nous allons les trouver soit sur le site de l'Omédie de Bretagne, pour ce qui est de notre région. Vous les trouvez aussi sur la plupart des sites d'oncologie régionale. Encore une fois, en accès libre, si vous tapez dans le moteur de recherche fiches médicaments anticancéreux voie orale, alors vous allez avoir tous ces sites qui sortent et c'est encore une fois d'accès libre. Pour nos confrères qui font le constat que lorsqu'ils viennent en formation, on leur montre comment faire, et ensuite, quand ils se retrouvent seuls à l'officine, ils se retrouvent pas forcément à l'aise les premiers temps pour pouvoir faire par eux-mêmes. C'est vrai que nous avons tendance à faire un peu ce constat. C'est la raison pour laquelle le CHEM développe de nouvelles approches pédagogiques où aujourd'hui on est sur une recherche de la mise en situation métier. Donc clairement, autour de cette nouvelle mission qui va être confiée aux pharmaciens, nous sommes sur des formations qui sont conçues sur une mise en situation métier où le pharmacien va se retrouver avec ses objets du quotidien, c'est-à-dire ses ordonnances patients, avec les documents qui vont être spécifiques à la prise en charge du patient cancéreux, comme le programme personnalisé de soins, par exemple, et puis ses outils du quotidien, ses monographies produits, tous les outils qu'il va être susceptible d'utiliser pour détecter, gérer ses interactions, pour savoir comment préparer son entretien au regard des effets indésirables. Bref, là, nous sommes sur une mise en situation qui est possible de réaliser en formation présentielle, en groupe, c'est plus facile. De cette manière-ci, on est beaucoup plus à l'aise lorsque on doit reproduire ce que l'on a appris et qu'on se retrouve seul à l'officine pour le faire, parce qu'on l'a fait pour de vrai. On ne vous a pas montré comment le faire, on vous a mis en situation et vous l'avez réellement fait avec ensuite une correction adaptée sur ce que vous avez bien fait et ce qui était perfectible. Bien sûr, l'outil informatique nous aide grandement aussi pour réaliser ce type de mise en situation avec là une formation digitale qui est aisément utilisable sur son ordinateur. d'accord, donc en fait, que répondre aux pharmaciens sur, la formation à distance sur ce thème, c'est Bah, deux possibilités de se former sur ces nouvelles méthodes pédagogiques, ces nouvelles manières d'enseigner où on cherche clairement à mettre le professionnel en situation professionnelle, soit sous forme présentielle, en groupe, avec un scénario et une mise en situation, soit de manière immersive, ludique, devant son micro d'ordinateur, avec des serious games qui nous permettent là aussi de nous retrouver en situation professionnelle avec tous les outils et objets du quotidien. Et puis surtout du ludique, c'est-à-dire qui donne envie d'en faire et qui donne envie de continuer.
D'accord. Et ben, en tout cas, merci beaucoup, docteur Chauvelot, de nous avoir fait partager, votre expérience, autour, des patients sous anticancéreux oraux. Je vous propose de poser vos questions via le chat, sans aucun problème pour que nous puissions y répondre. Il y a déjà, quelqu'un qui nous dit que pour les fiches pratiques et professionnelles, il y a également le site de la SFPO qui, est-ce que vous l'utilisez, Bien sûr, c'est le site de la SFPO, c'est la Société française de pharmacie oncologique. C'est notre société savante qui propose aussi ces fiches, là aussi effectivement très bien faites. Nous, ce qui nous importe lors des formations que l'on propose aux professionnels de santé, c'est de leur faire découvrir tous ces outils et savoir comment les utiliser pour ensuite que ça devienne leurs outils du quotidien. Pas de préférence particulière, que ce soit les fiches de tel ou tel réseau, celles de la SFPO, celles des réseaux onco régionaux, celles que l'on retrouve sur les sites Omédit, toutes sont d'excellentes sources d'information. il y a Après, on est également plus les sur fiches de graphique, mise en page, je préfère celle-ci, je préfère les autres, mais toutes sont tout à fait pertinentes. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, un grand merci à tous ceux qui se sont connectés, malgré notre très grand retard et tous ces problèmes techniques, de début de webinaire. J'espère que ce webinaire vous aura permis de comprendre les enjeux, de cette nouvelle mission pour nous les pharmaciens et que vous vous lancerez, dans ces entretiens pharmaceutiques, en ayant un peu moins d'appréhension. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si lors de cette soirée, j'ai réussi à vous transmettre l'envie, alors pour moi, le challenge est réussi. Merci beaucoup à tous. Merci. Très bonne soirée.